Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Le monde d'après pique les yeux pour les partis historiques de l'échiquier politique français. Les Républicains et le Parti Socialiste cherchent désespérément des têtes de liste pour se refaire une santé. Carlos Ghosn lâché par l'exécutif, le président de Renault a fait les frais du système judiciaire japonais. À Paris, le ministre de l'économie semble déjà lui avoir trouvé un successeur. Le territoire du Kosovo revendique la création d'une armée, une nouvelle provocation à l'égard de la Serbie qui pourrait provoquer des étincelles dans la poudrière balkanique. Madame, monsieur, bonsoir. Parti historique cherche tête de liste désespérément, malgré une situation encore plus critique pour le Parti socialiste que pour les Républicains. Les deux mouvements partagent un seul et même casse-tête, trouver une figure pour emmener la liste aux élections européennes. Élise Blaise. Cherche volontaire pour partir au casse-pipe. Si les Républicains et le Parti Socialiste devaient publier une petite annonce, voilà à peu près ce qui la résumerait. À 4 mois du scrutin européen, aucun des deux partis considérés comme majeurs en France il y a encore 2 ans n'a dévoilé sa tête de liste respective pour la course à Bruxelles. La raison, ça ne se bouscule pas au portillon. Du côté du PS, le constat est clair, on ne s'est toujours pas remis de la bérésina présidentielle. Depuis, le candidat Benoît Hamon est parti pour fonder un parti confidentiel, Génération. Et Olivier Faure, presque inconnu au bataillon, est devenu le premier secrétaire du parti en faillite. Une faillite qui court encore. Un temps, le nom du commissaire européen Pierre Moscovici avait été murmuré pour porter la liste aux élections de mai prochain, mais au vu du poids du parti, quelques 4% dans le dernier sondage IFOP, accepter une telle responsabilité relevait de l'humanitaire et Moscovici n'a pas l'habitude de s'adonner à ce genre d'activité. Ségolène Royal aurait également eu de nombreux avantages pour agaillardir le parti, mais la réponse de l'intéressé tardait à se faire connaître au point que Stéphane Le Foll a savamment mis un coup de pression à l'énarque charentaise. Ancienne candidate à la présidentielle, plusieurs fois ministre, l'ancienne compagne de François Hollande a finalement écarté la possibilité de se lancer dans la course si aucun accord n'était conclu avec les Verts et Génération de Benoît Hamon, représentant respectivement quelques 6 et 3%. En somme, Royal ne veut pas prendre de veste. Dans ce casse-tête, tout porte donc à croire qu'Olivier Faure devra lui-même mouiller la chemise. Pour le député socialiste Luc Carvounas et le sénateur Patrick Kanner, il est le plus légitime. Mais jusqu'ici, le premier secrétaire avait considéré qu'il ne pouvait pas cumuler sa fonction avec une candidature, une position qui pourrait toutefois changer face à l'impasse. Du côté des Républicains, l'affaire est différente mais pas beaucoup plus reluisante. En effet, depuis la présidence de Laurent Wauquiez, le parti n'est pas parvenu à tracer une ligne politique claire. Malgré les retraits de Virginie Calmels et Alain Juppé, une tendance centristo-compatible survit encore au sein de LR. Pas de quoi laisser la place à une atmosphère plus droitière permettant de trancher avec la politique menée par Emmanuel Macron et ses alliés du MoDem. Dans cette configuration, les Républicains pourraient se réorienter nettement vers un élan conservateur. Dans cette perspective, le nom de François-Xavier Bellamy a été prononcé en catimini. Ce professeur de philosophie, adjoint au maire de Versailles dans les Yvelines, a été très engagé dans la lutte contre le mariage homosexuel. Il était notamment dans le courant Sens commun du parti. Une personnalité résolument marquée pro-famille qui reste toutefois peu connue du grand public. Gérard Larcher, le président du Sénat, toujours en rondeur, a pour sa part estimé que ce ne serait pas un bon choix pour ramasser les rangs.
Pas de certitude donc sur la tête de liste, seule lourde probabilité la présence de Nadine Morano, déjà députée européen, en position éligible. L'élu s'est d'ailleurs dite prête à accepter de porter la liste, mais pour le moment, aucun signe n'a été fait en ce sens. Un autre eurodéputé serait également sur les starting blocks, Arnaud Danjean. Ce dernier avait soutenu Bruno Le Maire pendant la primaire de droite. Il incarne l'aile européiste des Républicains, malgré de timides prises de position contre l'armée européenne voulue par Emmanuel Macron. Une distance qui ne suffira sans doute pas à rassembler les différentes lignes du parti de Laurent Wauquiez. Au final donc, tout porte à croire que les patrons des deux formations pourraient devoir mouiller la chemise eux-mêmes, un baptême du feu qui aurait au moins le mérite de faire la lumière sur leur popularité respective, mais qui pourrait aussi leur être fatal. L'État français lâche Carlos Ghosn, le patron de Renault, est parti pour rester derrière les barreaux quelques semaines encore au Japon. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire lui cherche déjà un successeur. Le vent a tourné pour Carlos Ghosn alors que le système judiciaire japonais n'entend pas lâcher le patron de Renault poursuivi par des tribunaux de l'archipel. La stratégie de Paris a dû évoluer. Le ministre de l'économie, le transfuge des Républicains Bruno Le Maire, a demandé la convocation d'un conseil administratif de l'enseigne aux losanges pour les prochains jours. Une demande que se permet le ministre du fait des 15% de part de l'État français dans l'entreprise Renault. Un conseil d'administration qui devrait mener à désigner un successeur à Carlos Ghosn pour officiellement assurer la continuité de l'activité qui embauche directement plus de 50 000 personnes en France. Pour sa part, Carlos Ghosn va ainsi perdre son dernier titre, celui de PDG de Renault, Mitsubishi et Nissan l'ayant déjà révoqué du poste de président du conseil d'administration. Et si Bruno Le Maire a tenu à insister sur la présomption d'innocence dont est censé toujours bénéficier le bientôt ex-patron de Renault, il s'agit désormais pour l'État français de s'immiscer dans les affaires de Renault pour lui trouver un nouveau patron. Selon le verbiage managérial de mise, le ministre a déclaré souhaiter une nouvelle gouvernance pour la marque, à savoir un directeur général exécutif, l'actuel adjoint de Ghosn, Thierry Bolloré, et un petit nouveau, pas si nouveau que ça, sorti du chapeau, Jean-Dominique Sénard, président sortant de Michelin, Macron compatible, qui a déjà travaillé pour l'exécutif en rendant un rapport de bureaucrate sur le rôle de l'entreprise dans la société française à l'actuel ministre, avec le concours d'une certaine Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, qui depuis s'est recyclée dans le business très lucratif de l'évaluation douteuse des entreprises avec sa propre structure Vigéo qui profite largement de son carnet d'adresses. Sénard, pour sa part, était dans la course à la présidence du MEDEF, mais ce dernier a été rattrapé par son âge avancé, un âge qui ne l'empêchera pas de récupérer Renault donc. Sa docilité envers l'exécutif aura probablement été un atout de poids dans ce choix. Carlos Ghosn, lâché par l'État français, sa succession semble déjà bien avancée, avec à la manœuvre l'État qui place ses hommes et prouve bien qu'en matière de consanguinité publique-privée, l'arrivée d'Emmanuel Macron ne rompt en rien avec le mode de gouvernement de ses prédécesseurs. Le Kosovo veut se doter d'une armée. Le territoire serbe autoproclamé indépendant en 2008 a vu son Parlement voter une loi visant à la création d'une armée nationale, une décision qui pourrait remettre le feu à la poudrière balkanique. C'est une décision qui est passée un peu inaperçue à la fin de l'année 2018. Le 14 décembre, le Parlement de Pristina, dans la région du Kosovo, a voté une loi autorisant la création d'une armée nationale. Une décision qui pourrait raviver les tensions alors que le territoire kosovar n'est pas reconnu par de nombreux pays et pas des moindres puisque la Chine, l'Inde et surtout la Russie ne reconnaissent pas l'existence d'un État indépendant kosovar. Loin de faire consensus, le Kosovo, ex-croissance albanaise en territoire serbe, décide donc de passer la vitesse supérieure en mettant ainsi fin au statu quo qui était jusqu'alors de mise. Cette décision a évidemment irrité Belgrade quand l'Union européenne a émis des réserves, une position officielle qui pourrait n'être qu'une façade, selon le colonel Ogar, ancien commandant des forces spéciales au Kosovo. Officiellement, l'OTAN et l'Union européenne sont contre cette armée du Kosovo. En réalité, je pense que, bien évidemment, ils soutiennent le projet par en dessous, mais la raison pour laquelle l'Union européenne et l'OTAN se déclarent contre ce projet, c'est pour ne pas mettre d'huile sur le feu, avec la Serbie qui se cherche pendant ce temps-là entre, si vous voulez, l'orientation vers la Russie ou l'orientation vers l'Union européenne et l'OTAN. Donc il s'agit de ne pas faire de la Serbie un ennemi en montrant trop d'empathie avec le pouvoir kosovar. Hein. Ceci dit, je pense que par derrière, en réalité, l'OTAN et l'UE ont évidemment donné leur aval à ce projet. Si l'Union européenne et l'OTAN jouent la carte de la prudence, ce n'est pas le cas des États-Unis qui devraient armer, entraîner et encadrer la nouvelle armée. Washington a d'ailleurs affirmé se réjouir de la création de cette nouvelle armée
au nom d'une hypothétique stabilité régionale. Alors ce projet, il est quand même soutenu directement par les États-Unis en termes de formation du personnel, en termes d'équipement, notamment d'équipement en véhicules blindés, armement, etc. Et l'augmentation budgétaire, elle est, je crois qu'elle est, autant qu'on le sache, elle doit être de 15 à 20 millions d'euros pour modifier cette force de sécurité en armée, entre guillemets. Une force de sécurité qui deviendra une armée et qui pourrait bien entériner le coup de force albanais dans les Balkans et consacrer une victoire de plus pour l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, responsable de nombreux trafics d'organes, notamment, mais aussi d'épuration ethnique contre des Serbes et des Roms. Pour le colonel Hogar, cette décision de créer une armée kosovare relève de la provocation et pourrait une nouvelle fois déstabiliser les Balkans. Ce projet, c'est évidemment pour moi, je dirais, une provocation vis-à-vis de la Serbie. La Serbie ne peut pas accepter ce projet. Bon, la Russie non plus, mais la Russie est plus lointaine, évidemment. Mais la Serbie, si vous voulez, une armée, c'est un instrument de souveraineté. Donc si cette affaire se fait, c'est une nouvelle violation du droit international. Nouvelle violation en particulier de la résolution 1244 de l'ONU, votée en 99, qui n'a jamais été démentie ou dénoncée, et qui précise que le Kosovo est une province serbe. Donc une armée par province, c'est un peu trop. Voilà. Donc, et évidemment, bien sûr, que les Kosovars albanais au pouvoir, les gens de l'UÇK, puisque cette armée c'est l'héritière directe de la rébellion armée albanaise et musulmane de l'UÇK, cette rébellion, elle, bien sûr, veut se transformer en armée. C'est le signe probant de sa souveraineté, de son indépendance, entre guillemets. Donc il y a un risque majeur, à mon avis, pour la paix dans les Balkans. À cette provocation militaire s'ajoute l'ouverture de la frontière entre l'Albanie et le Kosovo au 1er janvier dernier. Une ouverture qui équivaut d'une certaine manière à l'unification des deux territoires et qui réveille les velléités expansionnistes des tenants d'une grande Albanie, de quoi inquiéter les voisins du pays, évidemment la Serbie, mais aussi la Macédoine, dont un quart de la population est albanaise. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Un traité qui fait débat. Dans 5 jours, le 22 janvier, Emmanuel Macron signera le traité d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne. Un traité censé renforcer la coopération avec nos voisins germains, mais qui suscite de nombreuses inquiétudes. En effet, le texte en question devrait expérimenter des clauses d'exception à la loi de la République dans les régions françaises frontalières de l'Allemagne. Une mesure qui inquiète pour son contenu, mais aussi par sa forme. En effet, l'opacité, ou tout au moins l'absence de communication sereine sur le traité, laisse planer le doute sur les intentions élyséennes. L'affaire Benalla ne manque pas de rebondissements. Après l'épisode du voyage au Tchad avec un passeport diplomatique, on apprend que l'ancien chargé de mission de l'Elysée aurait utilisé un faux document pour obtenir un passeport de service. Une information donnée par le directeur de cabinet de la présidence de la République, Patrick Strosda, devant le Sénat. Alexandre Benalla aurait également utilisé ce fameux passeport diplomatique une vingtaine de fois après son licenciement. Une affaire qui lui a valu un placement en garde à vue ce jeudi. Jeu 7 et cash. Alors que les résultats des tricolores ne sont guère brillants, 2 joueurs de tennis ont été placés en garde à vue mardi pour des soupçons de match truqué. Jules Ocala et Mick Lescure ont été interpellés à leur hôtel quelques heures avant le début d'un tournoi à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Ils sont soupçonnés d'avoir perdu des sets sur des scores précis entre 2015 et 2018 pour empocher plusieurs milliers d'euros. Cette affaire de corruption concernerait au total 127 joueurs professionnels dans le monde entier. Theresa May sauve encore sa peau. Mercredi, le gouvernement britannique a survécu de justesse à une motion de censure déposée par l'opposition travailliste après le rejet massif par les députés de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles. 325 députés ont exprimé leur confiance et 306 ont voté pour sa censure. Theresa May doit à présent trouver un plan B et pourrait repousser la date du Brexit fixée au 29 mars prochain. Les inconnus sur le retour, le célèbre trio d'humoristes serait sur le point de se recomposer selon Bernard Campan. Lors de la présentation de sa pièce de théâtre sur un plateau télé, le comédien a vendu la mèche expliquant qu'il préparait un projet avec ses 2 acolytes, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Un retour qui ne se fera pas sous forme de film ou de sketch. Le groupe avait déjà fait son retour au cinéma en 2013 avec la suite du film Les Trois Frères.
Les premiers bateaux volants sont en vente. 3 ans après le lancement de Sea Bubbles, la start-up vient de signer son premier contrat avec un client américain. Le bateau, baptisé Bull, navigue sur 2 grandes dérives, ce qui lui permet de se déplacer au-dessus de l'eau sans laisser de sillage ou faire de vagues, ni polluer puisque son moteur est électrique. Pour le moment, moins de 10 bulles ont été vendues. Leur coût est estimé entre 150 000 et 175 000 euros. La Chine a la main verte. Après avoir réalisé le premier atterrissage sur la face cachée de la Lune, l'Empire du Milieu tente de faire pousser la première culture de plantes terrestres sur le satellite. Pour ce faire, la mission Change4 abrite à son bord une mini-biosphère. Les chercheurs chinois ont même annoncé que les graines de coton ont été les premières à avoir germé. La mission entend à présent faire germer du colza, des pommes de terre et faire éclore des œufs de drosophiles accompagnés de levure. Et voilà, retour sur Terre et dans un instant, notre Zoom du jour. L'écrivain et réalisateur Adnan Azam évoque la guerre en Syrie et accuse les États-Unis, Israël, la Turquie et les membres de la coalition. La guerre, je dis bien la guerre en Syrie, c'est quand même une guerre, une 3e guerre mondiale, une guerre planétaire. La plupart des pays du monde, ils ont participé à cette guerre. Et surtout l'axe de mal. L'axe de mal, pas celui de George Bush, qui l'a qualifié de l'axe de mal, mais l'axe de mal, pour moi, c'est l'axe des États-Unis, d'Israël et de tous les pays anglo-saxons et les suiveurs de ces pays anglo-saxons. Et malheureusement, le régime français était parmi ces pays qui ont fait la guerre à la Syrie depuis 2011. En réalité, la guerre contre la Syrie commençait à se préparer avant 2011. Mais il s'est déclenché en 2011. Donc moi, j'ai vécu là-bas. Je suis rentré, j'étais à Paris. Je suis rentré quand j'ai vu que cette guerre a commencé. Je suis rentré pour vivre auprès de mon peuple en Syrie. Et ce soir, retrouver les idées à l'endroit. Alain de Benoît et ses invités s'intéressent au transhumanisme. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Pour m'être livré au début janvier au petit exercice qui consiste à fouiller le passé des chroniques de Campagnol à la recherche de ce qui était prophétique, je me permets de vous renvoyer à ce numéro spécial de Campagnol que vous n'avez pas vu et qui est en fait une remise bout à bout de tout ce qui a annoncé les Gilets jaunes dès 2016. On trouve ce sujet sur ma chaîne YouTube Campagnol TVL, parenthèse fermée. Je disais donc, pour avoir fait un peu d'autosatisfaction à propos du passé, j'ai reçu des incitations de mes abonnés à prédire ce qui va se passer en 2019. Et donc, l'autre jour, j'en ai parlé à Gustave, qui, dans le genre prospective, est quand même plus doué que moi. Je lui ai dit, mes abonnés voudraient que tu leur racontes ce que ton tarot personnel te permet de prévoir pour l'année qui commence. Il me répond, c'est dur parce que tout repose en fait sur une réponse oui ou non. Et tu vas me demander une réponse à quelle question? Alors je lui dis, je te demande en effet une réponse à quelle question? Eh bien, la question est, est-ce que les gens qui restent fidèles au pouvoir ont encore quelque chose à y gagner ou non? Alors là, il est évident qu'un certain nombre d'entre eux ont compris qu'ils ne jouent pas seulement leur mise au placard pour une année ou deux, mais leur carrière, si on a pu croire qu'ils étaient associés à un système véreux qui va tomber. Et donc, quand tu regardes le comportement des gens autour de lui, du président, y compris ses conseillers de l'ombre, y compris le type qui lui écrit ses discours, ils s'en vont les uns après les autres. Bientôt, le coiffeur va se barrer aussi. Ça commence par Hulot, qui s'est dit, vu ce que je viens d'apprendre sur le président, et comme j'ai un excellent prétexte, le prétexte écologique pour foutre le camp, je saisis l'occasion. Ensuite, c'est la débandade toutes les semaines, et maintenant, même le petit personnel se barre, et à première vue, tu peux croire que c'est lié à la crise des Gilets jaunes, et en fait, non. Les gens qui s'en vont sont d'abord et avant tout des gens qui ont peur du président, de ses actes futurs peut-être, mais à mon avis aussi de ses actes passés.
si tu veux, mon avis complètement, le rythme des défections suit en ce moment celui des révélations en interne. Ils savent tous de plus en plus ce que fabriquait le président avec Benalla, par exemple. Ne te méprends pas, je veux dire à quoi il l'employait, et on commence à le savoir de plus en plus. D'ailleurs, je le disais avant que l'affaire soit découverte, ici même, le mec, on venait de le mettre en examen, qu'il était encore à Londres pour traiter des affaires, et on le voit parler dans le train avec un fichier S. Donc, soit il est complètement taré et il manque totalement de jugement, mais c'est pas l'impression qu'il a donnée au Sénat, soit il fait ce qu'il veut parce qu'il est couvert. Et l'histoire des passeports diplomatiques me donne raison, il ne craint personne visiblement. Et je te rappelle aussi ce minable épisode, l'Élysée dit « nous n'avons plus aucune relation avec Benalla », l'autre dit « mais si, j'ai les enregistrements », et du coup l'Élysée corrige sa version « oui, je lui ai parlé une fois ou deux ». Ça ressemble aux scènes d'adultère, vous savez, quand le mari se fait coincer et qui dit « ah oui, cette fille m'était complètement sortie de l'esprit ». Donc pour résumer, me dit Gustave, et pour en revenir à ma question oui-non, est-ce que les gens qui travaillent pour lui ont l'impression qu'ils vont ruiner leur carrière s'ils continuent? Oui. Autre question, oui, non. S'ils s'en vont et s'il lui reste, est-ce qu'il va, lui, ruiner leur carrière une fois qu'ils seront dehors? Oui, parce qu'il est comme ça, il n'aime pas qu'on le quitte, c'est un malade, il peut leur nuire de loin. Et donc, et c'est là qu'on en arrive à la prédiction 2019, me dit Gustave, il va y avoir tentative pour le mettre hors d'état de nuire au sens propre. Manipuler les gilets jaunes peut servir à ça. On voit très bien que Le Monde, Mediapart sont déjà dans cette logique. Le système commence à avoir peur de lui, donc c'est là que Benalla va être utilisé, il en sait sans doute assez, pour provoquer la chute. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministre de l'Intérieur, cet imbécile qui a menacé le Sénat au tout début en disant aux sénateurs « je vous préviens, si vous cherchez à le destituer, vous aurez affaire à moi ». Mais personne à l'époque n'en parlait, c'est lui qui en a parlé le premier. Le fait que Benalla dise « j'ai les enregistrements de nos conversations » prouve qu'il a tout consigné de ce qui s'est passé depuis le début. Alors là, j'ai demandé mes abonnés, nos abonnés, là vont te dire, c'est pas une prédiction, ça tu donnes pas la clé. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher que Benalla saurait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on peut lui reprocher, je te l'ai dit il y a 6 mois, me dit Gustave, le président mène probablement une diplomatie personnelle qui est peut-être, va savoir, de nature à compromettre la sécurité de l'État. Si on trouve la clé, s'il fait ses coups en douce depuis son élection, comme il est immature, des coups dangereux pour la France, il est foutu. Mais le plus dangereux n'est même pas là. Le principal danger, c'est qu'il va se débattre. Il est capable de faire beaucoup de mal en s'accrochant au pouvoir. Donc résumons. Lui dis-je, tu prédis que ses amis vont utiliser Benalla pour le faire tomber parce qu'ils en ont peur. Eh bien, me dit-il, rendez-vous en 2020, cette jolie date, entre parenthèses, qui semble prévue pour un recommencement. Abonnez-vous, merci.